Justement, je parlais de guerre d'ego, je parlais d'argent, je parlais de contrat. Avec l'arrivée de l'UFC en France, on entend pas mal justement avec l'affaire Trabelsi et autres, d'histoires qui commencent un peu à se multiplier avec des noms qui reviennent souvent. Sachant que ton nom est rarement cité dans ce genre d'histoire publique, c'est parce que tu n'es jamais confronté à ce genre de soucis contractuels ou managériels avec tes combattants, ou tu fais en sorte de gérer ça en silence, en privé? Ouais, c'est une bonne question. Je suis pas pour faire du boucan. Donc j'essaie de tout gérer en interne. Pour Ramzan, un autre très gros prospect justement de la Hatch Academy, il y a eu énormément de spéculations autour de son nom. On ne sait pas s'il va signer au KSW ou autre. Et ça m'a fait penser au contrat moral dont tu m'avais parlé à la fin de son dernier combat. Tu avais parlé d'un contrat moral qui est de faire un peu plus de combats au 100% fight. Là, c'est entre guillemets acté. Où ça en est? Tu sais, est-ce que tu as une date? Comment ça va se passer? Oui, bien sûr. J'ai eu Martine il n'y a pas plus tard que ce matin, donc c'est une nouvelle toute fraîche. Way to go. Everybody came for us, so that's why I ain't no quick, no days off. Way to go. Why y'all time on me? I'm a king, I'm obsessed by the labor. Way to go. They say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. We too far, we the best now. Way to go. Salut Hatch, comment tu vas? Salut Sima, ça va très bien, merci. Donc là, tu nous accueilles encore une nouvelle fois dans cette magnifique salle à Pantin de la Hatch Academy. Il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis la dernière fois où on s'est vu. Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec la Supreme League, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Est-ce que ça a déjà été fait? Et si oui, est-ce qu'il y a eu des nouveautés? Alors oui, la Supreme League a déjà existé puisqu'on l'avait fait dans un format professionnel il y a quelques années avec de grosses teams françaises. Sauf que cette année, j'ai voulu mettre à l'honneur la partie amateur parce qu'il y en a un paquet depuis la légalisation du MMA, donc ça pousse de partout. Donc j'ai voulu mettre à l'honneur de très grosses équipes françaises. Où et quand aura lieu le premier tour de la Supreme League? Parce que je sais qu'il y aura plusieurs premiers tours apparemment. Le premier, justement. Alors, le premier tour, il y aura donc 4 équipes qui vont se rencontrer. Ce sera donc le 14 octobre au cirque Borman. Donc, il faudra pas louper ce premier tour. Il y aura donc la Free Fight Academy, qu'on ne présente plus, qui sera opposée à la team belge. Ensuite, on aura... J'ai, si tu veux, sous les yeux les oppositions au cirque Borman le 14, Ouais. Free Fight Academy face à la Belgique Cage, C'est ça. Platinum Hybrid Center de Loïc Porra face au Souma Exactement. Training Center de Bayonne. Et ce sera les combats pour ce premier tour-là. Donc voilà, il y aura donc 4 équipes qui présenteront donc 8 combattants sur les catégories de moins de 57 kg à moins de 120 kg. Et les équipes qui remporteront le plus de combats se verront qualifiées pour le tour suivant. Alors là, je te pose une question un peu tricky, mais quelles sont, selon toi, directement d'entrée, en te basant sur la dynamique actuelle, si tu peux me citer 2 équipes, on va dire, favorites du tournoi? Je sais que c'est compliqué, mais je veux dire, qui ont une très bonne dynamique et tu penses qu'ils vont faire de très bons résultats. Ouais, écoute, non, c'est pas une question piège parce que j'ai mes 2 favoris en tête. Donc il y a forcément, je dis forcément parce qu'ils ont un gros réservoir de combattants amateurs, c'est la Belgique, donc la team Cage. Ouais. Et derrière, je mettrai la Old School, voilà, de Gaëtan Hurtel, parce qu'il y a un très très gros vivier et je sais que il fait un travail monstre depuis des années avec ses petits et que c'est un super club formateur. Il y a quelques semaines, je ne sais pas si c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, il y a eu le tirage au sort qui a eu lieu justement avec Sarajin Parnasse et Mickaël Lebou sur la chaîne du 100% Fight. Est-ce que tu as déjà une idée un peu du calendrier de comment on va se dérouler les autres justement événements du premier tour? Est-ce que tu sais à peu près vers quel mois ça va s'échelonner? Oui, en gros, on était sur des négociations pour avoir des salles parce que du coup, le format va voir s'annoncer 8 dates. D'accord. Donc c'est pas évident. Donc première date le 14 octobre, ça on le sait. Deuxième date certainement en décembre et ensuite on enchaînera quasiment tous les mois, voire peut-être, comme on a un très gros calendrier cette année, peut-être même 2 dates sur le même mois. Donc ça, on le saura d'ici quelques semaines. D'accord. En 8e justement de finale, enfin dans les premiers tours, justement, la Hatch Academy sera directement opposée au MFC Marseille de Jean-Michel Froissart que tu connais très bien. Comment est-ce que tu appréhendes ce premier tour? Est-ce que tu aurais un message à lui faire passer potentiellement avant ce combat-là, à la team ou autre? Non, c'est une équipe avec qui on s'entend très très bien parce qu'on va faire nos préparations là-bas très régulièrement. Donc non, il y a une superbe entente. J'ai juste envie de lui dire que le meilleur gagne sur cette rencontre. Il a de bons amateurs aussi. On a une très belle équipe. On a une très belle équipe de jeunes talents. Et voilà, j'ai envie de voir ce que ça va donner contre cette équipe
est assez capé, ça va me permettre de mettre le curseur au bon endroit pour la Academy. Dans le contexte actuel, grandissant du MMA en France, pourquoi c'est si important pour toi de développer le circuit amateur? Bah après, ceux qui me connaissent un petit peu, c'est ce qu'on a toujours fait. Hein. C'est un petit peu notre ADN. On a fait ça à l'époque en lançant les différents circuits. Road to the Contenders, premier circuit amateur, qui ensuite a vu les Contenders arriver, donc un tremplin pour les futurs professionnels. Et puis le 100% Fat derrière. Donc non, on change rien. On reste juste fidèle à ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire trouver les différentes pépites françaises. Tu penses que c'est un peu, on va dire, un sujet qui va dans le sens justement du circuit amateur, du développement. C'est primordial pour ces jeunes amateurs de vraiment se consolider avec ces tournois-là que potentiellement tu mets en place pour ensuite performer vraiment chez les pros? C'est hyper important. Je veux dire, il y a une telle pression, le public, la façon d'aborder un combat. Non, tous ces paramètres sont hyper importants pour un combattant amateur. Et une fois aguerri, voilà, pour le circuit pro, c'est une aubaine pour lui. Moins de stress, il sait à quoi s'attendre lors de son premier combat pro. Donc ouais, et puis certainement meilleur résultat. J'ai vu qu'il y avait quelque chose d'assez particulier dans les Road to Contenders, et vraiment cette ambiance de public, comme si on était déjà chez les pros. Ça aussi, c'est vraiment une touche que tu as voulu vraiment mettre en avant pour mettre les combattants en situation, pour pas qu'ils soient dépaysés dès qu'ils arrivent justement directement face à un gros public ou dans des organisations étrangères ou autres. Alors ouais, ça c'est le road nouvelle génération. Exactement. C'est-à-dire que on a décidé cette année sur certains roads, pas sur tous, mais sur certains roads, les mettre en carte prélim des événements professionnels. Là, ça permet d'aborder un combat complètement différemment. Là, il y a de la pression. Là, il y a du public. Et là, oui, ça peut avoir un enjeu important pour un amateur qui se lance. C'est officiel. On s'était vu justement pour parler de Saladin et d'un potentiel futur combat. Là, le combat historique est signé. Saladin au KSW face à Marian. Peux-tu un peu nous en parler de ce combat-là? Ouais, je vais t'en parler. Ça va être un combat très très important pour nous, comme je l'ai expliqué déjà. C'est un nouveau format, un format complètement différent des autres combattants qu'on a pu combattre au KSW. C'est quelqu'un qui est hyper complet. Donc il va falloir trouver la bonne stratégie, se préparer comme on s'est toujours préparé, voire même encore plus fort, parce que c'est un vrai tournant dans sa carrière. Une double ceinture, c'est pas donné à tout le monde. Donc, on va essayer de relever ce défi le 12 novembre prochain en Pologne. Tu viens de mentionner que c'est un vrai tournant. C'est un vrai tournant sportif, mais aussi économique en termes de négociation. On est d'accord que là, la situation va complètement changer. On l'espère, Saladin fait le boulot, que ce soit pour la suite et autres. Alors, c'est pareil. Je m'occupe de la carrière sportive de Salah, mais bien sûr que je m'occupe aussi de tout ce qui concerne les négociations. Quand on est double champion d'une organisation comme le KSW, forcément, il va y avoir des négociations après. Mais on avance pas à pas déjà, gagner contre Marian le 12 novembre, et ensuite, voilà, on se retroussera les manches pour aller discuter avec les boss. C'est aussi officiel, hein. Enfin, je sais pas si c'est officiel, mais j'ai entendu un peu, j'ai vu des échos pour Ramzan, un autre très gros prospect justement de la Academy. Il y a eu énormément de spéculations autour de son nom. On ne sait pas s'il va signer au KSW ou autre. Et ça m'a fait penser au contrat moral dont tu m'avais parlé à la fin de son dernier combat. Tu avais parlé d'un contrat moral qui est de faire un peu plus de combats au 100% fight. Là, c'est entre guillemets acté. Où ça en est? Tu sais, est-ce que tu as une date? Comment ça va se passer? Oui, bien sûr. J'ai eu Martine il y a pas plus tard que ce matin, donc c'est une nouvelle toute fraîche. Alors, j'annonce pas sa signature, mais j'annonce juste l'intérêt supplémentaire de Martine, comme quoi il nous a pas oublié et qu'il avait un intérêt certain pour Ramzan. Voilà, on attend juste de recevoir le contrat, et une fois que ce sera signé, je serai content de te l'annoncer. On va passer dans un volet un peu plus, on va dire, personnel, mais surtout Hatch et le MMA français dans sa généralité. Comment t'expliques, si tu devais en quelques mots expliquer ta longévité de 17 ans dans le sport du MMA? Toujours là à innover, développer le MMA français, que ce soit en pro ou en amateur. Comment est-ce que tu expliquerais ça? Et surtout, on va dire que
En anglais, on dit at the top, it's lonely, parce que au sommet, il n'y a pas beaucoup de personnes. Et là, c'est vrai que tu fais partie des rares noms qui restent justement dans cet écosystème-là. Quand on parle de l'élite du MMA, c'est quoi ton secret? Qu'est-ce que seraient les clés pour manager, en fait, coach? Il n'y a pas forcément de secret. Moi, je suis passionné par ce que je fais. J'ai des combattants qui me le rendent bien. Oui, il y en a qui disent que j'ai plusieurs casquettes, c'est vrai. Et c'est ce qui me fait tenir. Parce que manager des combattants, c'est très intéressant. Organiser, c'est d'autant plus intéressant. Et gérer toute une équipe, c'est ce qui me fait perdurer aujourd'hui. Donc le secret, c'est juste la passion. Et tu l'as dit tout à l'heure, j'innove beaucoup. Et le fait d'innover, ça fait travailler les méninges. Et ça me donne envie de proposer d'autres formats. Le Classico est un parfait exemple. Les Road to the Contenders avec 16 combattants par catégorie, c'est un autre exemple. Et la nouvelle que j'ai déjà annoncée ou pas, c'est que on va faire des roads au sein de notre propre académie, filmés directement pour que tout le public français puisse avoir des images constantes de combats de MMA. Donc voilà, il y aura une diffusion en direct sur YouTube, sur tous les roads, avec 2 caméras qui seront branchées en direct live et la ménagère de 40-50 ans pour avoir du MMA on commencera à 10h du matin jusqu'à 20h le soir. Et ça nous permettra aussi d'imprégner un petit peu cette discipline dans les ménages français. C'est excellent, mais ça nécessite un gros investissement en interne, que ce soit pour les cages, que ce soit pour les salles. Est-ce que, pour toi, tu penses que, ce qu'on a évoqué, justement, les plusieurs casquettes que tu pouvais avoir, là, actuellement, ça amène justement à la question suivante. Le sport du MMA, il est en pleine croissance en France. De ton point de vue de coach, d'organisateur et de manager, quels sont les indicateurs qui peuvent démontrer cette croissance par rapport à il y a 10 ans, par exemple? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui sont plus visibles, qui te permettent de dire aujourd'hui, là, en octobre, en 2022, le MMA est plus gros qu'il y a 10 ans en France? Les indicateurs, c'est très simple. Nous, on a démarré il y a 10 ans avec 40 élèves. Aujourd'hui, on est plus de 1500, c'est juste énorme. Avec un prévisionnel à 2000 au mois de juin. Pour moi, en tout cas, c'est du jamais vu en termes d'expansion. C'est juste incroyable. Donc, on est fiers de ça. Et derrière, je pense que cette année, plus que les années précédentes, on a eu l'arrivée de l'UFC, qui a aussi fait bouger les choses. Et sans citer personne, mais je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs du MMA qui contribuent aussi à cette réussite. Donc je les en remercie par ton biais. Voilà, je suis pas tout seul à mettre le paquet sur les MMA. Il y a d'autres acteurs et le fait que chacun puisse ramener cette petite pierre à l'édifice fait qu'aujourd'hui, la discipline du MMA devient incontournable. On a évoqué dans la question précédente justement les multiples casquettes que tu possèdes et qui ça peut faire jaser par moment. Est-ce que selon toi c'est primordial ou du moins ça facilite dans cette phase-là, dans ce contexte-là du MMA, d'avoir plusieurs casquettes, cette capacité à cumuler le rôle de coach, manager et d'organisateur pour, on va dire, développer le MMA français? Est-ce que tu penses que c'est, on va dire, une caractéristique qu'il faut avoir, que tu privilégierais pour les jeunes entrepreneurs qui se lanceraient dans le business, par exemple? Non, je le conseillerais pas. Je le conseillerais pas parce que c'est compliqué. Moi, je me suis lancé parce que j'avais pas d'autre choix. Il se passait rien dans ce domaine-là. Donc quand il se passe rien, il faut créer les choses. Donc on a créé les choses. DNA Fighter Management, ça existe depuis peu de temps. Donc je me suis lancé avec un ami qui est dans le milieu depuis une vingtaine d'années. Donc j'ai pas fait les choses à la légère. Je me suis rapproché de gens compétents. Ensuite, la Tcha Academy, c'est pareil. Elle a 20 ans. Donc les combattants, ils sont là, ils sont sous la main. Il faut les faire éclore. Et il n'y a pas d'autre choix que de les manager. Voilà, donc moi j'avais pas le choix. Maintenant, c'est sûr, si je devais conseiller quelqu'un, voilà, gérer une team, c'est déjà un gros boulot. Manager, c'est un autre très gros boulot. Et ensuite organiser. Alors là, je vous en parle même pas. Mais en même temps, c'est ma passion, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me fait vibrer. Donc on continue. Quand on voit des success stories à la Charles Oliveira, des Favelas et de superstars à l'UFC,
Dans un futur plus ou moins proche, avec l'arrivée de l'UFC en France, le développement à vitesse grand V de gyms comme la Hatch Academy et j'en passe, vois-tu le MMA devenir ou se rapprocher du niveau du football en termes d'ascenseur social pour les jeunes de quartier, comme à Aubervilliers, Pantin et autres? Ouais, je pense que c'est... bon, on n'y est pas encore, hein. Là, on est vraiment aux prémices du développement du MMA. Mais je pense que d'ici 10 ans, si chacun arrive à se tirer vers le haut, il y a de bonnes chances pour que le foot puisse avoir un gros concurrent au niveau des sports de combat. Ouais. Il y a eu les championnats d'Europe amateurs dernièrement, l'équipe de France qui a fait de bons résultats. Est-ce que ça vous arrive du côté du matchmaking, du 100% fight, de rechercher, d'essayer de dénicher parfois les nouveaux talents français et européens afin de les intégrer à l'organisation? Parce que je dis ça, parce que je sais pas si tu as vu, mais par exemple, pour la team de la Naja Team en Belgique, il y avait, je crois, Patrick Abiroura qui a claqué 4 KO, qui a fait le buzz en amateur sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que, pour développer le MMA amateur et français, ça t'arrive d'avoir un œil aussi sur ces compétitions-là amateurs? On a un œil partout, surtout que on a de bons Français qui vont s'illustrer à l'international sur ces compètes-là. D'ailleurs, pour ne pas le citer, Swill qui nous vient de la NR Fight, qui a fait un superbe parcours. Mathilde. Exactement. Mathilde aussi, qu'on connaît très bien. Donc oui, ça reste intéressant d'avoir l'œil sur ces compétitions amateurs internationales. Maintenant, sachez qu'on a de bons Français chez nous. Il suffit juste de bien les encadrer. On a de superbes profs sur le territoire français. Donc on a ce qu'il faut chez nous, mais gardons un œil aussi chez les autres. Okay. C'est intéressant. Oui, parce que je disais, parce que justement, on a vu que dans tes compétitions amateurs, il y avait aussi internationales qui commencent à se greffer. Donc là, ça devient intéressant. Qui dit croissance, dit argent. Et parfois, guerre d'ego. Quel est ton avis un peu sur les dramas FR, bons ou mauvais pour le sport, ou c'est logique selon toi, actuellement? Non, il faut pas qu'en France, l'argent soit tabou. Et j'ai l'impression que ça l'est beaucoup. Aux États-Unis, on parle d'argent comme on parle de nourriture. Mais là, en France, c'est vraiment tabou. Non, ce qui serait bien, c'est de parler. Et les gens qui arrivent à faire de l'argent, et grâce au MMA, non, il n'y a pas de honte à ça. C'est des gens qui se sont investis pour leur discipline. Aujourd'hui, ça paye. Eh ben, il faut s'en réjouir. Donc non, il n'y a pas de honte à ça. Si on doit parler de nous, ça fait 20 ans qu'on trime. Aujourd'hui, vivre de sa passion, c'est un luxe. Donc il n'y a pas de honte à avoir. On gagne de l'argent et j'ai envie de dire tant mieux. Et le fait d'utiliser cet argent pour améliorer tout le matériel que tu peux voir sur Pantin, c'est donner une chance supplémentaire aux combattants. Donc si c'est réinvesti, c'est encore plus gratifiant, tout simplement. Justement, je parlais de guerre d'ego, je parlais d'argent, je parlais de contrat avec l'arrivée de l'UFC en France. On entend pas mal justement avec l'affaire Trabelsi et autres, d'histoires qui commencent un peu à se multiplier avec des noms qui reviennent souvent. Sachant que ton nom est rarement cité dans ce genre d'histoire publique, c'est parce que tu n'es jamais confronté à ce genre de soucis contractuels ou managériels avec tes combattants, ou tu fais en sorte de gérer ça en silence, en privé? Ouais, c'est une bonne question. Je suis pas pour faire du boucan. Donc j'essaie de tout gérer en interne parce qu'il y a toujours des solutions. Maintenant, on a beaucoup entendu parler de cette histoire de Trabelsi. Je le conçois. J'ai pas tous les ingrédients de cette histoire-là, donc je pourrais pas me prononcer. Mais en tout cas, si demain ça devait se passer, ça s'est déjà passé au sein de la Hatch Academy, on règle ça nous en interne. C'est beaucoup mieux. Mais cette partie juridique, elle reste quand même très très importante. Voilà, il faut que le combattant et le manager puissent être sur la même longueur d'onde. Si l'athlète s'est engagé à 100% sur une procédure, il faut qu'elle soit respectée. Du coup, là, on va parler un peu de l'actualité sur le moyen-long terme de la Hatch, du 100% fight, aussi, parce qu'il est un organisateur. Est-ce qu'il y aurait des grosses échéances à venir pour cette fin d'année ou l'année prochaine que tu aimerais nous partager à la communauté The GOAT ou tu aimerais promouvoir parce que tu sais que là, tu es sur quelque chose d'assez intéressant?
Bah écoute, ouais, le 18 novembre déjà, on a le 100% fight avec Ramzan. Ouais. On travaille sur une carte, je pense qu'elle sera finalisée d'ici une semaine, comme ça on pourra faire de belles annonces. Ensuite, on a le mois de décembre, on n'a pas de date encore arrêtée, mais au mois de décembre, on aura une date. Alors, est-ce que ce sera le 100% fight? À mon avis, non. Ce sera certainement un second tour de la Supreme League. Et on enchaînera juste avant les Road to the Contenders, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, le 29 et 30 octobre, ici même à Pantin, et le 17 et 18 décembre. Donc, même concept. Road to the Contenders, 11e édition pour le 29 et 30 octobre. Road to the Contenders, 12e édition, le 17 et 18 décembre. Avec 16 combattants par catégorie. Voilà. Donc, on va faire tourner un roadster sur toute l'année avec, comme je l'ai expliqué, captation en direct sur YouTube. Excellent. Et là, la dernière question de l'interview qui est assez spéciale parce que ici, c'est The GOAT MMA Boxing. On voit que la boxe anglaise a du mal un peu à suivre l'expansion du MMA, surtout en France actuellement. Est-ce que tu aurais une explication à ça? Est-ce que tu aurais, juste avant d'avoir une explication, est-ce que tu aurais une réaction déjà à ce décalage qui est assez marquant, parce qu'on voit qu'il y a les gros promoteurs, même français, qui font des événements, qui essaient de s'en sortir, mais ça n'a pas le même impact sur les réseaux sociaux, surtout sur les jeunes. Comment tu expliques que les jeunes soient plus intéressés par le MMA en général actuellement? Non, le MMA, c'est la vague du moment. On en a fait la promotion depuis des années. Je pense que ça a pu éduquer un certain public et certains jeunes qui venaient regarder des spectacles il y a 10 ans, qui aujourd'hui deviennent matures pour pouvoir combattre. Donc aujourd'hui, ils viennent s'illustrer dans la discipline qu'ils ont pu regarder, adorer. Et la boxe anglaise, il se passe tellement peu de choses de qualité en France que on est tous en attente. Et quand il y a un promoteur qui veut tenter de développer, il faut qu'il sorte le gros chéquier. Ouais. Et le gros chéquier, je pense pas que tout le monde puisse le sortir actuellement. Donc c'est pour ça que il y a un sacré frein, en tout cas sur la planète boxe française. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que là, vous, en MMA, vous déjà, j'ai envie de dire, en France, vous avez donné envie à l'UFC de venir en France et à Paris, avec tous les travaux qui ont été faits durant ces années. Moi, je me dis, c'est pas comme si la boxe anglaise avait rien fait, mais on va dire qu'il y a les Américains qui viennent pas en France. Et est-ce que tu aurais une explication à ça parce que en MMA, on sait qu'il y a de l'attraction qui est générée en France, il y a de l'œil, on a vu comme ce que l'UFC Paris, ce que ça a proposé et autres. Pourquoi est-ce que, à ton avis, toi, d'un point de vue entrepreneurial, là, je pense rien à voir avec la casquette de MMA et tout, pourquoi est-ce que, peut-être une explication, en fait, que la boxe française n'est pas aussi attractive pour les investisseurs étrangers ou autres? Bon, après, faut savoir que il y a beaucoup d'amateurs en France. C'est des gens qui y travaillent, c'est des gens qui peuvent pas s'investir à fond dans le sport. Là, on a la chance de voir des pépites éclore pour cette discipline de MMA, mais c'est des passionnés. Est-ce que ça va durer 10 ans, 15 ans, comme ça a pu perdurer pour la boxe anglaise? C'est compliqué. Mais performer en boxe anglaise en France, tant qu'il y aura pas un vrai circuit, de vrais gains pour les combattants français, je pense qu'on sera toujours à la traîne, malheureusement. Eh ben écoute, on arrive à la fin de cette interview. C'était bref, concis et très pertinent. On sera là la semaine prochaine, nous, pour la Supreme League. On vous invite et on invite toute la GOAT Family et toute la communauté de GOAT à s'y rendre parce que ça va être le feu et le circuit amateur est en feu. Et je te remercie. Est-ce que tu as un dernier mot pour la communauté ou autre? Non, soyez juste présents le 14 octobre. Ça va être un premier tour qui va susciter des idées. Parce que la Supreme League, c'est un bête de concept. Et le fait de réunir un petit peu tout le gratin du MMA amateur, ça va faire une très très belle fête. Excellent. Merci à toi. Salut Sigma. Merci. À bientôt. Ciao.